J'ouvre la partie philomorale. Donc la partie philomorale. La partie philomorale, donc vous vous souvenez, premier cours, nous avons délimité ce qu'était la philo. C'est soit un processus de questionnement qui n'a pas d'objet, soit c'est un ensemble de disciplines qui a des thèmes spécifiques. Ces thèmes spécifiques sont notamment la vérité. La vérité, c'est la partie de la philo qui interroge la vérité, c'est l'épistémologie, et c'est le bien, la morale. La partie de la philo qui interroge le bien, la morale, c'est la philo-morale, c'est l'éthique. Et nous entrons dans cette partie, qu'est-ce que le bien? Donc, avant de savoir comment bien agir, faut savoir si nous sommes capables de bien agir. Si finalement on est libre, en gros. La question de la liberté humaine, c'est une question de philo-morale. Ça ne sert à rien de disserter du bien et du mal si au final on est déterminé. Enfin, je veux dire, de toute manière, quoi qu'on fasse, ça a été décidé en amont. Ce n'est pas nous qui le décidons. On croit qu'on décide potentiellement. Alors là aussi, ça peut être Matrix, ça peut être un dieu qui tire les ficelles. Finalement, on a l'impression qu'on décide, mais on ne décide pas vraiment. Ça va être une question de fou. C'est la tension entre émancipation et aliénation. Émanciper quelqu'un, ça veut dire l'autonomiser, ça veut dire lui donner plus de liberté. J'émancipe une personne quand j'augmente sa liberté. L'aliéné, au contraire, c'est un aliéné, c'est quelqu'un de fou, c'est quelqu'un qui finalement qui ne se contrôle pas, c'est quelqu'un qui ne se gère pas. Donc j'aliène quelqu'un, au contraire, quand je diminue sa liberté. Généralement, un point de vue qui prétend dire du vrai sur le réel, et surtout dans l'éducation, il prétend émanciper ou bien il s'insurge contre quelque chose qui aliène. Et donc ça peut être aussi très intéressant réflexivement de se dire, quand je crois émanciper, moi je suis armé de bonnes intentions, je viens faire cours à des étudiants, j'ai la croyance que je les émancipe. Est-ce qu'au contraire, je ne les aliène pas? Est-ce que je suis finalement pas un pion d'une propagande qui me dépasse? Ou est-ce que, croyant moi-même être quelqu'un de très critique, finalement je ne suis pas bourré d'idéologie? Ça va? Donc ça fait partie des enjeux de cette partie philomorale. Et donc, savoir si on est libre ou déterminé, c'est un préalable, entre guillemets, à savoir ce qui est bien ou pas et si on peut bien agir. Qu'est-ce qui est bien? Est-ce qu'on peut bien agir? Comment? Avant, c'est bien de savoir si, entre guillemets, on peut agir tout court. Ou bien si on n'est que des rouages dans une grande mécanique qui nous dépasse. Alors, je vais vous donner un spoiler, je pense que nous avons une marge de liberté. À mon avis, c'est comme le pragmatisme, c'est plus fertile de considérer qu'on est libre, qu'on a une marge de liberté, sinon, ça ne sert à rien de faire court, qu'on agisse ou qu'on n'agisse pas, finalement, voilà. Notre système, le système judiciaire, considère qu'on a des responsabilités quand on pose des actes. Du coup, on postule de manière générale qu'on a une certaine marge de liberté. Au contraire, justement, quelqu'un qui est considéré comme fou va écoper d'une peine moindre. En général, on considère que quelqu'un qui agit sous la contrainte, qui agit de manière non libre, il a des circonstances atténuantes. Alors, des questions éthiques, des questions de philo-morale, on peut, j'en ai cité quelques-unes, en voilà d'autres. Est-ce qu'on peut bien agir? Comment? C'est quoi le bien? Comment est-ce qu'on détermine ce qui est bien? Quels sont les critères pour déterminer ce qui est bon? On verra qu'il y a 3 écoles. 2 écoles, moi en particulier, vont m'intéresser, le déontologisme et le conséquentialisme. Le déontologisme, c'est bien parce que c'est par devoir, il y a une loi morale qui dit que c'est bien. Tuer, c'est mal. Mentir, c'est mal. Il y a une loi universelle qui dit ça. Ces actes-là, par définition, sont mauvais. Ou bien, c'est mauvais, donc ça c'est le déontologisme, c'est parce qu'il y a un devoir moral
d'agir d'une certaine manière, où il y a des interdits moraux. Et il y a le conséquentialisme. Le conséquentialisme, un acte est bon ou mauvais en fonction de ses conséquences. Si je fais du bien à quelqu'un, si je partage mon sandwich avec quelqu'un et que du coup moi j'avais plus faim et lui il avait encore faim, donc en fait on est tous les deux plus heureux que si je ne lui avais pas partagé, et ben d'un point de vue conséquentialiste c'est tout bénef, c'est bien. Quelqu'un comme Kant va essayer de trouver quelque chose qui peut mettre d'accord tout le monde. Alors lui va justement essayer de fonder le déontologisme, son déontologisme, sur la raison pure. Et donc sur, finalement, c'est l'impératif catégorique, hein, c'est agir de telle sorte que tu puisses vouloir que la maxime de ton action soit érigée en une loi universelle. Et donc ça, c'est l'impératif moral de Kant. Et le fait justement que tu puisses vouloir que ça soit une loi universelle, le principe qui guide ton action, la maxime morale, donc c'est la petite loi que je me donne à moi-même, le fait que tu pourrais en faire une loi universelle, bah justement, ça prémunit d'une définition relative et de juste, c'est moi qui ai défini pour les autres. Maintenant, justement, un des reproches qui est fait à Kant, c'est ouais, mais ta morale, elle n'est pas évidente à transposer dans la pratique. Il y a une milice armée qui vient choper un innocent dans ma maison. Donc, en fait, il y a un innocent qui se cache, qui veut se cacher. Ben, moi, je suis kantien, je lui ouvre ma maison. Je lui ouvre parce que, en fait, l'hospitalité, tout ça, quoi. Donc, l'hospitalité, c'est plutôt bien. Je pourrais vouloir que ça soit érigé en loi universelle. Mais par contre, il y a la milice qui le poursuit. Et ben pour Kant, quand il y a la milice qui vient frapper à la porte et qui me demande est-ce que vous cachez un fugitif, Kant il répond oui. Parce que mentir, c'est pas bien. Et c'est pour ça que le déontologisme est souvent opposé au conséquentialisme. C'est parce que agir par devoir, ça a des limites quand on prend des cas concrets et qu'on interroge les conséquences. De même, voilà, c'est ça le dilemme du tramway. C'est, en gros, vous êtes à un aiguillage d'un tram, et ce tram se dirige vers 5 personnes. Si vous changez l'aiguillage, eh bien, il va se diriger vers une personne. Est-ce que vous changez l'aiguillage? Si vous changez l'aiguillage, vous êtes conséquentialiste. C'est-à-dire que vous privilégiez de diminuer les souffrances pour le plus grand nombre. Au lieu de tuer 5 personnes, il n'y a qu'une personne qui meurt. Il y a carrément une partie de la philomorale qui s'est renommée tramwayologie, dans le sens où il y a plein de variantes. Alors c'est un cas d'ailleurs potentiellement moins fictif. On est dans un hôpital, on a 5 machines pour réanimer des gens. Il y a un mec qui lui faut les 5 machines pour être réanimé, et il y a 5 mecs, il leur faut chacun une machine pour être réanimé. Est-ce qu'on branche les 5 sur un seul mec et les 5 autres meurent, ou bien est-ce que... Donc voilà, ici on est carrément dans de la bioéthique. Intéressant, vous avez aussi la série The Good Place, je ne sais pas s'il y en a qui ont vu parmi vous, qui reproduit le dilemme en grandeur nature. Mine de rien, il y a le côté, je prends la décision consciente aussi de changer l'aiguillage et donc d'influencer le devenir de cette personne qui, sinon, aurait été épargnée. Donc, potentiellement, j'implique plus ma responsabilité dans la mort de cette personne que dans la mort des 5 autres. On va reparler de tout ça les prochaines fois. Ça vous montre un peu l'étendue du questionnement. En début de cours sur l'épistémologie, je vous ai balancé plein de trucs. Et puis, j'agis un peu en modèle spirale. On va repasser sur tous ces concepts, sur tous ces questionnements-là. Puis on va les appliquer. Donc, prochaine fois, nous allons faire un café philo-pratique, philo-moral. En gros, le thème, c'est quoi le bien en éducation aux médias? Je veux dire, gros thème, ça va être un peu ça. Quelle est la vision du bien qu'on veut transmettre à nos élèves? Alors, vous allez me dire, notre but, c'est pas de faire de la morale. En même temps, je vais dire, du coup, à quoi ça sert de faire de l'éducation aux médias?
Je sais pas. Et alors, il y en a parmi vous qui m'ont dit quand même qu'il y avait une idée d'émanciper, d'autonomiser les apprenants. Bah, c'est pas neutre, ça. Il y en a peut-être qui veulent travailler la question des stéréotypes. Bah, en quoi c'est bien de parler des stéréotypes aux jeunes? Je sais pas. Enfin, j'ai bien une petite idée personnelle, mais je pense que c'est bien de se poser la question en première personne. Alors, je distingue la philomorale de la déontologie. Pour moi, morale et éthique, c'est la même chose. Philomorale et éthique, c'est la même chose, en tout cas. Souvent, on distingue la morale et l'éthique dans le sens moral. Souvent, ça a un sens péjoratif. Genre, on va te dire comment faire. En fait, on va te donner un point de vue moral et te dire que c'est le bon. La philomorale, c'est s'interroger sur le bien en général. La philomorale devient normative, devient une morale normative quand il s'agit de dire voilà ce qui est bien. Et les déontologies, bah, ce sont des éthiques normatives appliquées. Voilà, la déontologie journalistique, c'est un ensemble de règles que le journalisme se donne. C'est un ensemble de règles qu'on peut se donner. Un règlement, c'est une forme de déontologie. Les lois, c'est de l'éthique normative appliquée. C'est quand on se donne des règles, en fait, on ne fait plus de la philomorale. Peut-être que sur base d'une réflexion de philomorale, ben, on choisit des règles que l'on se donne, des règles de fonctionnement. Alors nous allons nous baser notamment sur de l'anthropologie philosophique. L'anthropologie philosophique, donc anthropo c'est l'homme, logie l'étude de l'homme, la compréhension de l'homme, de l'être humain plutôt que l'homme et de la femme, l'étude des êtres humains, la compréhension de l'être humain nourrit évidemment les questions de savoir si on est libre ou déterminé et nourrit aussi la question de savoir qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui n'est pas bien. Qu'est-ce qui fait que des êtres humains ont mal agi dans l'histoire? Ça a été étudié en philo. Pas qu'en philo d'ailleurs. Du coup, la philo, comme la philo théorique, la philo-épistémologie se nourrit des sciences, notamment des sciences cognitives, pour voir comment ça fonctionne la connaissance. La philo pratique se nourrit des sciences humaines et sociales, notamment, pour voir comment ça fonctionne l'être humain. Alors, est-ce qu'on est libre ou déterminé? Est-ce qu'on est libre ou déterminé? C'est quoi déjà le déterminisme? Donc la liberté au sens lexical commun, le déterminisme au sens lexical commun, et puis comment est-ce qu'on peut concilier ces deux concepts? Liberté au sens lexical, quand vous voyez la liberté qui est définie dans un lexique, eh bien c'est souvent une liberté définie par la négative, c'est-à-dire finalement il n'y a pas de règle. Je fais ce que je veux. Il n'y a personne pour m'imposer de l'extérieur ce que je dois faire. Alors, c'est deux définitions en tension dans la mesure où, quand je dis autonomie, eh bien, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de loi, au contraire. Ça veut dire que je me donne moi-même mes propres lois. Et donc, c'est à la définition du sens commun qui dirait que, en fait, finalement, être libre, c'est n'obéir à aucune loi. Je vous propose de troquer cette définition-là par autonomie. La liberté, c'est plutôt l'autonomie, c'est obéir aux lois auxquelles j'adhère, les lois que je me donne. Et c'est en tension avec l'hétéronomie, donc auto ou hétéro. Auto, c'est moi qui me le donne, hétéro, ça vient de l'extérieur. C'est une des questions qui alimente le débat éternel entre liberté et déterminisme, c'est-à-dire que oui, je crois que je l'ai choisie, cette loi-là, sauf qu'elle est héritée de manière culturelle et ou carrément biologiquement. Sommes-nous libres ou déterminés? Je vais répondre, nous le sommes tous les deux dans une certaine mesure. La question, c'est pas de savoir est-ce qu'on est totalement libre ou totalement déterminé, c'est de savoir dans quelle mesure nous sommes libres, dans quelle mesure nous sommes déterminés. Il y a cette tension entre autonomie et hétéronomie. Et donc,
Le déterminisme, on le classe plutôt en général du côté hétéronomie. Nos actions ne seraient le fruit que d'un ensemble de causes et de conséquences. C'est un ensemble effectivement très complexe, mais en même temps, c'est juste une mécanique qui est en marche et qui fait que j'ai l'impression de choisir, mais en fait, mes choix, ils étaient déjà déterminés à l'avance. C'est ça le déterminisme, c'est prédéterminé, c'est déterminé à l'avance. C'est pas moi-même qui me suis déterminé, ça vient de l'extérieur. C'est par exemple par nature, biologiquement, mon ADN par exemple. Alors biologiquement, moi j'ai beau faire de la muscu, je ne serai jamais Schwarzenegger, même si je me pique. On n'a pas le même ADN. Et donc biologiquement, nous sommes déterminés, dans une certaine mesure. Est-ce que... Alors c'est la question dont je vous parlais tout à l'heure, hein, dans la partie épistémo, la question que se posent les gens qui étudient le genre, la construction sociale autour des genres, c'est est-ce que le donné biologique, le sexe, doit déterminer notre manière d'agir dans le monde, le genre, notre identité telle que nous la montrons? J'aurais tendance à dire que c'est bien d'avoir le choix, perso. Je préfère une politique qui me donne le maximum de liberté, qui donne le maximum de liberté aux gens. Voilà. Donc, tout ce qui est aliénation, également aliénation, qu'elle soit sociale, culturelle, donc c'est aliénation, c'est quand je crois être libre, mais qu'en fait je ne le suis pas, généralement. C'est Marx qui introduit notamment ce vocable-là dans la question des classes sociales, qui nous dit les classes sociales, il y a des classes sociales dominantes et il y a des classes sociales dominées. Il y a une classe sociale dominée. Et en fait, les classes sociales dominées, c'est les classes sociales qui ne possèdent pas les moyens de production. Et donc, en fait, en gros, ils subissent leur statut, quoi, quelque part. Si vous n'êtes pas les grands propriétaires, ceux qui possèdent les chaînes de production, finalement, vous êtes dépendants. Question de l'aliénation, typiquement. Donc, les personnes dépendantes, entre guillemets, c'est le contraire d'indépendant, c'est le contraire d'autonome, de nouveau. Voilà, je ne choisis pas, en fait, quand je dépends d'autres choses. Marx, comme Bourdieu, d'ailleurs, ont la croyance qu'il est possible d'émanciper l'individu et donc de lui redonner plus de liberté. Et donc, voir qu'il y a des déterminismes dans le monde ne veut pas qu'il y a des déterminations dans le monde, effectivement, ne suppose pas qu'on ne soit que déterministe. On peut quand même supposer qu'il y a une liberté, et effectivement, chez Marx, on la trouve dans la Révolution, par exemple. Ouais. C'était le premier Spider-Man, c'était un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et donc, c'est un postulat philosophique en même temps. Liberté égale pouvoir, ici. Pouvoir d'agir, en tout cas. Quand j'ai du pouvoir d'agir, je peux dire que je suis libre. Voilà. Je suis autonome, je me donne moi-même mes propres lois, je peux agir dans le monde, je peux faire mes choix. L'autonomie, en gros. Et donc, quand je n'ai pas le pouvoir d'agir, je ne peux pas être irresponsable. Tout à l'heure, je vous prenais le cas de la personne qui est folle, qui est décrétée justement aliénée au sens premier du terme. C'est un fou, donc il n'est pas responsable de ses actes. A contrario, quand je suis président de la première puissance mondiale, qu'en appuyant sur un bouton, je peux balancer une bombe nucléaire dans la gueule d'une nation, j'ai un grand pouvoir d'action qui peut se traduire par ailleurs par un grand pouvoir de destruction. De ce fait, j'ai une responsabilité qui est également énorme. Nous parlerons également dans cette partie philomorale de Hans Jonas. Hans Jonas, le mec dans les années 70 parle de l'éthique par rapport au futur. Les gars, cette année, on est en plein dedans, quoi. Cette année, et normalement les précédentes. Mais quand on parle du réchauffement climatique et de ses impacts, quand on parle de notre responsabilité par rapport aux générations futures, on a
aujourd'hui le pouvoir potentiellement de suicider l'humanité, ou peut-être de faire quelque chose pour ne pas suicider l'humanité, pour que l'humanité puisse perdurer. Typiquement, vous verrez, avec Anne Jonas, on parlera de cette responsabilité par rapport aux générations futures.